Précédemment, dans Émile. C'est un constat d'échec, hein. On n'a pas retrouvé l'enfant. Le prédateur est quelqu'un qui est en chasse ou qui profite de l'occasion d'un enfant seul qui a échappé à la surveillance de ses parents. La randonneuse a retrouvé les ossements qui avaient été déplacés au préalable. Ils ne se trouvaient pas dans cette zone de manière initiale. Des battues, des recherches, des perquisitions dans des dizaines d'habitations. Après des semaines et des mois d'investigation, l'enquête sur la disparition du petit Émile est dans une impasse. Mais la découverte de son crâne et de ses ossements change la donne et livre des informations cruciales. 2 ADN fragmentés ont été prélevés, le corps du garçon a été déplacé à plusieurs reprises et l'enfant a subi un traumatisme facial violent. De quoi renforcer la piste criminelle dans cette affaire. Mais alors, qui a tué Émile ? Est-ce un rôdeur, un prédateur ? À moins que la vérité ne soit ailleurs. Envisagée depuis le début de l'enquête, la piste familiale menée dans le plus grand des secrets conduit les gendarmes à placer 4 membres de la famille du petit Émile en garde à vue. Bienvenue dans le podcast Émile, plongé au cœur d'un mystère alpin. Un documentaire original, La Provence. Épisode 3, la piste familiale. Samedi 8 juillet 2023. C'est le début des vacances scolaires dans le hameau du Haut-Vernay. Ce jour-là, Anne et Philippe Vedovini sont dans leur résidence secondaire dans cette bâtisse typique et rustique des Alpes de Haute-Provence. Avec eux, 7 de leurs enfants âgés de 6 à 25 ans et leur petit-fils de 2 ans et demi, Émile Soleil. Le programme est alors plutôt simple, basique, quelques jeux, quelques travaux, mais en fin d'après-midi, dans ce décor paisible, un drame va tout faire basculer. Le petit Émile disparaît subitement. À 18h12, Anne Vedovini, sa grand-mère, alerte la gendarmerie. Engagés alors dans une course contre la montre pour retrouver l'enfant, les enquêteurs multiplient les recherches et les battues. Mais en toile de fond, ils gardent en tête une autre piste qui pourrait expliquer la disparition de l'enfant, celle de l'implication d'un ou plusieurs membres de la famille. Une famille, c'est d'abord des victimes. Et ils sont sous le choc d'une disparition, d'abord. Et c'est ainsi qu'il faut les aborder et les considérer. Le général David Galtier est ancien directeur de la police judiciaire de la gendarmerie. Pour autant, naturellement, dans un travail d'enquête, il faut examiner la totalité du spectre et la totalité des hypothèses. Et les premières personnes au contact d'un enfant qui disparaît, c'est bien entendu les proches. Et tout naturellement, sans être dépourvu d'humanité, l'enquêteur doit aussi pouvoir travailler sur l'hypothèse qui est la plus sensible et qui consiste à imaginer qu'un proche aurait pu commettre, là aussi, soit de façon accidentelle, soit de façon directe, pour des motifs divers, variés, l'irréparable. Aussi délicate, aussi sensible soit cette piste, les enquêteurs ne peuvent donc pas l'exclure. Une hypothèse de travail menée avec une approche particulière, une enquête confiée à un cercle restreint de gendarmes. Le directeur d'enquête concentre ses premiers éléments vers les recherches opérationnelles, avec les constatations, les auditions, les témoins, mais aussi un binôme ou une piste, un groupe d'enquête sur les proches et sur la famille. C'est systématique. Il va falloir pour cela avoir déjà le contact de proximité avec généralement un gendarme qui connaît le village, qui connaît la commune, parfois même la famille, et qui, opère en toute confiance pour essayer de raisonner avec elle, de l'approcher, de montrer ce qui déjà peut être le plus utile, soit pour retrouver un enfant disparu, soit pour aller un peu plus loin dans la thèse de l'accident, voire même dans une hypothèse criminelle. Donc on compte toujours sur l'élément de proximité. Ce premier groupe d'enquêteurs est alors dans une phase d'observation. Pas d'audition, pas de perquisition. Outre le début des recherches pour retrouver le petit garçon, les gendarmes scrutent avant tout le comportement de la famille. On va tout de suite essayer de voir l'état des personnes, quelle est leur réaction physique, est-ce qu'on pleure, est-ce qu'on est totalement
perdu? Est-ce qu'au contraire, on est froid, méthodique, avec une volonté aussi d'aboutir? Est-ce qu'on participe aux recherches? Est-ce qu'on ne participe pas? Est-ce qu'on est prostré? Est-ce qu'on est au contraire très engagé dans les recherches? Et tout est noté, bien sûr, puisque on sait très bien que dans les heures qui suivent, ce sont des moments très importants pour l'enquête, et il faut être là. Menées dans le plus grand des secrets, ces premières investigations auprès de la famille ne filtrent pas dans la presse. Après ces premières observations au contact de la famille, les enquêteurs passent à une deuxième phase, celle de l'exploration du passé des membres de la famille Vedovini. Connaître le plus précisément possible la personnalité, un curriculum vitae très poussé de la personne, essayer de se dire comment ou qu'est-ce qui aurait pu se passer pour que cette personne, qui en plus est un proche, rentre dans une hypothèse qui pourrait être une hypothèse soit accidentelle, soit criminelle. Donc il faut rentrer dans le détail de chacun de ses proches, avec qui il va falloir cibler l'agenda, le timing, que faisait-elle au moment de la disparition, le jour et dans les semaines qui suivent. Tout naturellement, les enquêteurs s'intéressent alors à celui qui aurait été le dernier présent avec le petit garçon, son grand-père, Philippe Vedovini. Le grand-père était en train de préparer sa voiture pour aller se rendre donc sur l'enclos à chevaux, qui est situé à quelques centaines de mètres du hameau. Laurent Blanchard est journaliste au service reportage de la Provence. Et donc là, le grand-père avait demandé à ses enfants de lui amener des outils qu'ils allaient embarquer dans cette voiture. Et le petit-fils était auprès du grand-père. Il lui a sommé de rester à ses côtés, parce que le petit-fils avait tendance à vouloir aller avec ses oncles. Et là, donc, soudainement, le grand-père s'aperçoit que son petit-fils n'est plus là. Donc, coup de théâtre, il était à ses côtés quelques secondes plus tôt. Et à ses dires, c'est lui qui rapporte évidemment les faits, il s'aperçoit que le petit-fils a disparu soudainement. Dans le viseur des enquêteurs, pour ne pas avoir vu l'enfant disparaître, le grand-père intrigue et son passé ne tarde pas à ressurgir. Le 19 mars 2024, soit 9 mois après la disparition du petit garçon, le Canard enchaîné révèle que Philippe Vedovini, 59 ans, avait été placé sous le statut de témoin assisté dans une ancienne affaire de violence sur mineurs au sein d'une communauté religieuse. Dans les années 1990, entre 1991 et 1993, Philippe Vedovini a été surveillant dans un institut religieux à Riaumont, donc dans le pas de Calais. C'est une maison de correction à la base. Donc, qui dit maison de correction, donc dit traitement assez sévère, assez dur à l'encontre des pensionnaires. Et donc, une affaire avait surgi à cette époque-là. Il avait donc été cité comme témoin pour avoir commis des violences sur des pensionnaires. Cette affaire avait pris une tournure assez grave parce que donc il y avait eu aussi des pensionnaires qui avaient porté plainte pour divers sévices, dont viol. Mais cet aspect-là, Philippe Vedovini n'avait pas été inquiété et il avait été été convoqué comme témoin pour évoquer des faits de violence qu'il avait d'ailleurs reconnus lui-même. Mais selon ses dires, ça s'était arrêté là. Dans l'œil du cyclone, dans le radar des gendarmes, Philippe Vedovini fait le choix de ne pas s'exprimer pour se défendre, pour s'expliquer sur son passé à Riaumont. Bruno, lui, s'en souvient. En exclusivité pour la Provence, cet ancien pensionnaire revient sur les violences qu'il dit avoir subies. C'était l'un de celui qu'on ne voulait surtout pas croiser dans les couloirs en fin de journée ou après avoir pris la douche ou quoi. Quand il fallait rentrer dans les chambriers, il valait mieux pas le croiser lui s'il était de garde. Hein. Ah, il était très très mauvais, quoi. Qu'on pouvait être 3 ou 4, soit c'était le coup de pied au cul, soit c'était la claque qui arrivait derrière, ou des fois être chopé mais en disant devant les collègues, alors hein, il est sympa votre collègue et tout, en nous frottant la tête en sachant qu'on avait le crâne rasé toutes les semaines. Donc ça gratuitement. C'était pas parce qu'on avait fait des bêtises. Sa spécialité, c'était le coup de pied. De toute façon, dès qu'on entendait la soutane se lever, on savait que ça allait tomber. Hein. Des fois, des patates dans les épaules. Il voulait pas viser. Enfin, il mettait pas de patates dans les visages. Il voulait pas que ça se voie. Dernier adulte à avoir officiellement été présent avec le petit Émile juste avant sa disparition, ancien encadrant à la main lourde au pensionnat de Riaumont, Philippe Vedovini cumule les soupçons contre lui. Des suspicions, des éléments troublants, mais en aucun cas des preuves concrètes d'une quelconque implication dans la disparition de son petit-fils, comme le souligne l'ancien procureur de la République, Jacques Dallest. Il y a ces antécédents, ce profil-là, plutôt de quelqu'un de dur, qui, justement, je suppose, a été analysé et étudié précisément par les enquêteurs pour trouver de quoi
le mettre en cause, s'il y a lieu. Mais encore une fois, même quelqu'un qui a un profil de personnage violent, dur, peut être complètement étranger aux faits. C'est pas non plus forcément l'explication. C'est là qu'il faut pas tomber dans l'erreur qu'on peut toujours faire. Ah ben, il est violent, donc c'est forcément une histoire d'enfant qui a été puni et ça a dégénéré. C'est possible, mais c'est pas non plus du tout certain. Pas de preuves, pas d'éléments matériels à charge contre le grand-père du petit Émile. À ce stade, rien ne l'incrimine. Mais pour les enquêteurs, la piste familiale reste de mise, d'autant qu'une série d'événements va resserrer l'étau autour de Philippe Vedoviny. Le 30 mars 2024, 8 mois après la disparition, la macabre présomption se confirme, l'enfant est bien décédé. Une épreuve terrible pour la famille, un deuil impossible. Un drame et une exposition lors des obsèques le 8 mars 2025 qui va laisser apparaître au grand jour des premiers signes de cassure. On a senti au fur et à mesure des mois que la famille non pas se déchirait, mais certaines frictions sont apparues. Les obsèques ont vraiment cristallisé ces relations. J'ai pu observer sur place au moment donc, des obsèques du petit Émile que d'une part, grands-parents et parents d'Émile étaient arrivés séparément. Chacun de leur côté, pas forcément beaucoup d'embrassades et de signes de tendresse mutuelle. Dans l'église, les familles étaient séparées. Donc d'un côté, il y avait les parents Colomban et Marie, et de l'autre côté de la rangée de bancs se trouvaient donc les grands-parents Anne et Philippe Vedoviny. Ces deux parties ne sont pas forcément croisées durant la matinée. Elles étaient comme dans deux mondes parallèles. Ça m'a un petit peu surpris, ce côté un petit peu fracture entre ces deux camps. Ces dissensions, c'est un élément d'appréciation des enquêteurs, de contexte, c'est tout. Ça peut pas être autre chose. Les enquêteurs ne spéculent pas sur des hypothèses multiples, ils doivent aussi matérialiser des orientations d'enquête. Et c'est en fonction de ce qu'ils retrouvent matériellement parlant qu'ils vont réorienter leurs investigations. Début 2025, les enquêteurs obtiennent justement de nouveaux éléments clés, des éléments matériels leur permettant de faire progresser les investigations. D'abord, les analyses du crâne, des ossements et des vêtements du petit garçon menées depuis plusieurs mois révèlent leurs conclusions. L'enfant a subi un traumatisme facial violent et son corps a été déplacé à plusieurs reprises, deux informations qui confirme donc la probable intervention d'un tiers. Mais ce n'est pas tout, la mise en place d'écoutes téléphoniques des membres de la famille du petit Émile apporte de précieux indices aux enquêteurs. Ces écoutes révèlent que certains enfants disent se plaindre d'un traitement assez sévère de la part de leur père, Philippe Vedoviny. Donc forcément, ça met la puce à l'oreille aux enquêteurs. Qui dit traitement sévère, dit comportement autoritaire, dit peut-être aussi, donc pour remonter dans le temps, un comportement qu'il aurait pu aussi avoir à l'encontre de son petit-fils. Un scénario semble donc se dessiner et conduit les gendarmes à tenter un coup de poker le 25 mars 2025. L'enquête sur le petit Émile qui a été relancée ce matin à l'aube. On a appris il y a quelques minutes qu'il y avait donc 4 gardes à vue dans l'affaire de la disparition du petit Émile. Et parmi les gardés à vue, il y a les grands-parents maternels de l'enfant. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence précise dans un communiqué les chefs d'accusation. Homicide volontaire et recel de cadavres. Avec ces gardes à vue, les enquêteurs espèrent alors pouvoir obtenir des réponses à leurs interrogations et notamment sur l'éventualité d'une implication de plusieurs membres de la famille. L'idée qu'il y a un recel de cadavres, l'idée que l'enfant ait été tué et que quelqu'un ait l'aidé, ça veut dire 2 personnes. Alors est-ce que sont le père, le grand-père, la grand-mère et un des fils ou une fille, difficile à dire, hein, mais ils ont misé sur une action familiale. Placés distinctement en garde à vue dans 3 casernes de gendarmerie différentes, les grands-parents, l'oncle et la tante du petit Émile sont ainsi interrogés séparément. Dans le même temps, les enfants mineurs d'Anne et Philippe Vedoviny, présents dans la maison familiale le jour de la disparition, sont également entendus sous le régime de l'audition libre. Des auditions séparées qui permettront, espèrent les enquêteurs, d'obtenir un témoignage, voire un aveu.
Si quelqu'un est ciblé dans une enquête, il va falloir évidemment non seulement l'auditionner lui et mettre un peu de pression sur cette personne, mais aussi sur ceux qui sont autour de lui, ses proches, à qui il a pu parler, il a pu dire un certain nombre de choses. Et d'autres ont pu voir aussi un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas forcément déclarées au départ. Pour des raisons qui peuvent être totalement inconnues, sembler puériles ou sans lien immédiat, mais qui pour autant sont des vérités qui n'ont pas permis de recueillir le témoignage dans son intégralité. Donc il faut cibler les personnes qui se trouvaient en rapport avec la personne que l'on va entendre sous le régime de la garde à vue, mais les séparer, c'est ce qui a été fait, et les mettre dans les conditions les plus confortables, si j'ose dire, possibles, pour leur dire, écoutez, vous n'êtes pas forcément vous là en cause, mais on a besoin de votre témoignage, il faut que vous vous libériez, il faut que vous nous disiez la vérité, il faut aller au bout de votre témoignage, et on va donc rechercher à faire parler, à dire des choses qui n'ont pas été dites dans un premier temps, pour des raisons diverses. Malgré les efforts des enquêteurs, malgré les tentatives de persuasion, les auditions n'aboutissent à aucune mise en examen. 48 heures après le début des gardes à vue, les 4 membres de la famille sont libérés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elles. Plus d'1 an et demi après la disparition du petit garçon, l'enquête semble de nouveau au point mort. Toutes les pistes, toutes les hypothèses envisagées par les gendarmes n'ont pour l'instant pas permis de résoudre l'énigme de l'affaire Émile. Avec la fin des gardes à vue, avec la fin des auditions, la piste familiale n'est cependant pas fermée, comme l'explique le procureur de la République, Jean-Luc Blachon. Nous avons approfondi la piste intrafamiliale à l'occasion des gardes à vue qui ont été réalisées et de l'ensemble des auditions qui les accompagnaient. Alors aujourd'hui, il y a une phase qui se termine concernant cette piste. Ça ne veut pas dire qu'elle se termine définitivement. Il peut survenir au cours des investigations futures des éléments complémentaires, nouveaux, qui sont susceptibles de la prolonger. Au cours de cette même conférence de presse, le procureur a également précisé 2 points. La résidence principale des grands-parents d'Émile dans la commune de la Bouilladise dans les Bouches-du-Rhône a été perquisitionnée et 2 de leurs véhicules ont été saisis afin d'effectuer des investigations supplémentaires. Mais après plusieurs semaines, ces analyses ne semblent apporter aucun indice probant pour faire avancer l'enquête, à moins qu'un autre élément lié à la famille oriente les enquêteurs sur une autre piste. Peu de temps après la disparition du petit Émile, les gendarmes ont découvert qu'en 2019, une autre maison de vacances appartenant à la famille Vedovini dans le hameau du Boulard, à une dizaine de kilomètres du Haut-Vernay, a été victime d'un incendie criminel. L'hypothèse d'une possible vengeance contre la famille est alors apparue, et bien qu'aucun lien avec la disparition du petit garçon n'ait pu être établi, elle reste une piste que les enquêteurs ne peuvent pas exclure. Malheureusement, l'assassinat du petit Grégory a été remarquable au sens que c'était la première fois que l'enfant était la victime expiatoire d'une vengeance familiale, en fait. On tue un enfant pour se venger de son père. C'est quand même des choses qu'on voit très rarement. Et donc, on ne peut pas écarter, compte tenu de la personnalité du grand-père, de ce qu'on sait, que l'enfant ait incarné la haine, peut-être, d'un membre du village, ou d'un habitant, ou de quelqu'un qui en voulait au grand-père, peut-être, s'en prenant l'enfant pour nuire au grand-père ou au père, je n'en sais rien. C'est une hypothèse qui paraît très surprenante, mais qu'on ne doit pas complètement écarter. Enfants égarés, actes criminels, prédateurs, drame intrafamilial, vengeance. 2 ans après la disparition du petit Émile, toutes les pistes ont été envisagées, explorées par les enquêteurs, mais aucune n'a permis à ce jour de résoudre l'énigme du Haut-Vernay. Un casse-tête pour les gendarmes qui espèrent que leur travail au long cours, leur travail de fourmi, permettra de faire apparaître l'élément qui fera éclore la vérité. Dans ce type d'affaires, je pense que c'est à la fois un travail d'arrache-pied, de fourmi, qui va être fait à partir, comme je le disais, de l'ensemble des auditions, des perquisitions, des témoignages recueillis, de ce croisement à la fois des matières retrouvées, des analyses techniques, de la police technique et scientifique. Donc ce travail de fourmi qui
pourra amener un élément déterminant, mais aussi l'élément humain. Il faut rester toujours attentif à la réaction des personnes, à un témoignage ou à une libération d'un témoin. On garde à l'esprit que de toute façon, c'est ce qui viendra éclairer la preuve matérielle et permettre de déboucher sur la vérité. C'est la raison pour laquelle les derniers, je pense, à travailler sur l'enquête du petit Émile seront ceux qui sont le plus convaincus de la pertinence d'un témoignage, ceux qui auront le plus investi dans l'humain, dans la capacité à recueillir cet élément auprès de la famille, auprès de tiers, auprès de proches. Et c'est par cette double approche, à la fois technique mais aussi humaine de l'enquête, qu'on pourra avancer, et peut-être, je l'espère en tout cas, pour les proches et pour la mémoire de la victime, déboucher. Affaire ultra-médiatique qui tient la France en haleine depuis maintenant 2 ans, l'enquête sur la mort du petit Émile est donc dans l'attente de cet élément qui pourrait faire basculer les investigations. Mais pourquoi ? Comment se fait-il que la disparition d'un petit garçon de 2 ans et demi garde autant de zones d'ombre ? Avec cette affaire, on comprend que le temps de l'enquête n'est pas forcément celui du temps médiatique et qu'il faut parfois des semaines, des mois, voire même des années avant de parvenir à faire émerger la vérité. Plane également pour les enquêteurs le risque que l'affaire ne trouve pas d'issue et se transforme en cold case. Dans ce cas, dans le cas d'affaires qui semblent insolubles, comment reprendre l'affaire ? Comment réinterroger les preuves ? Comment trouver cet élément sur lequel les enquêteurs sont peut-être passés à côté ? Pour le savoir, nous avons interrogé un spécialiste des crimes non résolus, l'ancien officier de la police judiciaire, Olivier Le Gall. Une interview exclusive à découvrir dans le dernier épisode d'Émile. Émile est un podcast original La Provence. Tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute.